Chers professeurs, chères étudiantes et étudiants, chers responsables d'entreprise, mesdames et messieurs, le commerce mondial et le transport maritime entretiennent depuis toujours un lien consubstantiel. Vous le savez, 80% du volume des marchandises est acheminé par voie de mer. Les routes maritimes sont les artères de la mondialisation. Elles relient les continents et rapprochent les économies. Elles sont aussi traversées par toutes les tensions de notre époque. On y transporte aussi bien du matériel militaire que des médicaments pour lutter contre les épidémies ou des denrées vitales. La relation entre commerce et transport maritime ne s'est jamais mieux portée qu'au cours des 70 dernières années, depuis la création du système commercial multilatéral avec le GATT en 1947, qui s'est transformé en OMC en 1994. Commerçants et marins ont ainsi bénéficié d'un cadre juridique stable et prévisible. Ce cadre est fondé sur 3 exigences juridiques aussi simples que puissantes qui gouvernent le comportement des États. La transparence, les États doivent publier leurs actes, dire ce qu'ils font. La non-discrimination, qu'on appelle aussi clause de la nation la plus favorisée entre les pays. Et le respect des engagements pris vis-à-vis des autres, c'est-à-dire la bonne foi. Sur ce socle de principes a été réalisée une libéralisation progressive du commerce mondial qui a donné naissance à l'ère dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, qui est celle de la mondialisation. Mais ce cadre est aujourd'hui bloqué et partiellement remis en cause. Bloqué parce qu'il y existe des divergences d'intérêts entre 166 membres de l'OMC et un certain ressentiment exprimé par de nombreux pays en développement qui jugent que les règles actuelles sont déséquilibrées à leur détriment. Remis en cause, le cadre l'est par la politique commerciale, entre autres de la nouvelle administration américaine, qui provoque un choc majeur dans l'économie mondiale, avec pour la première fois depuis 1947 une remontée des droits de douane. Le système construit autour de l'OMC est donc confronté à une forte tempête. Plus généralement, nous observons, en particulier en 2025, une hausse nette des mesures de restriction au commerce qui sont adoptées par les États. Le commerce mondial s'en ressent. Nous anticipons son ralentissement brutal en 2026, avec une croissance des échanges limitée à 0,5% contre 2,5% cette année. Nous assistons à une fragmentation croissante des échanges, due aux tensions géopolitiques, aux mesures unilatérales et à l'émergence d'accords bilatéraux qui fragilisent potentiellement la lisibilité, la prévisibilité juridique et, in fine, la stabilité du système commercial multilatéral. Le commerce maritime s'en trouve bien sûr affecté de manière immédiate, avec des enjeux par exemple sur les délais de livraison, la hausse des coûts d'assurance et, in fine, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors que faire ? Faut-il se résigner à voir s'évanouir un système qui a engendré tant de prospérité et auquel les professionnels de votre secteur restent profondément attachés ? En réalité, l'OMC demeure indispensable. C'est le seul forum où 166 économies, grandes et petites, peuvent se coordonner et construire un ordre international fondé sur des règles. Et d'ailleurs, 72% du commerce mondial continue aujourd'hui de respecter le principe majeur de l'OMC, qui est celui de la clause de la nation la plus favorisée ou non-discrimination. Nous étions à 80% en fin 2024, donc il y a une baisse réelle, une érosion, mais ça ne constitue pas un point de basculement. Les 3/4 du commerce mondial restent attachés à ces règles. Nous recevons pourtant un avertissement clair. Pour préserver le système, il faut l'adapter aux réalités du XXIe siècle. C'est là tout l'enjeu des mois et des années qui viennent, réformer l'OMC pour la renforcer. Cela signifie qu'il va falloir repenser les mécanismes de décision, rééquilibrer les droits et responsabilités des membres selon leur niveau de développement, assurer des règles de compétition loyales entre États, restaurer un mécanisme efficace de règlement des disputes entre les puissances commerciales. Mais pour beaucoup, cette réforme ne doit pas se limiter à l'efficacité institutionnelle, elle doit permettre à l'OMC de contribuer à répondre aux défis globaux, en particulier ceux issus de la transition écologique et de la nouvelle économie numérique. Les règles du commerce ne peuvent pas rester figées pendant que l'économie mondiale évolue, et le climat, par exemple, enjeu vital de notre temps, représente une question centrale. Le secteur maritime illustre très bien cette dynamique, vous la connaissez. Le secteur est soumis à une pression constante pour se décarboner, avec des attentes réglementaires et industrielles fortes. Et pourtant, 90% de la flotte mondiale fonctionne encore aux énergies fossiles, malgré une montée des commandes de navires à carburant alternatif. Armateurs, logisticiens, industriels anticipent, investissent et influencent les trajectoires technologiques. Les États régulent, notamment en agissant sur le prix du carbone.
Mais des approches divergentes risquent de créer des distorsions et de fragmenter les marchés. D'où l'importance des négociations entreprises à l'Organisation maritime internationale, l'OMI, qui visent à établir un standard mondial sur les carburants et un mécanisme de tarification du carbone. Ces discussions, vous le savez, sont pour l'instant bloquées. Et à bien des égards, l'OMC fait face à des défis similaires. Négociations complexes, difficultés à construire un consensus, même sur des enjeux d'urgence partagée. Des discussions informelles sur la relation entre commerce et climat ont commencé à l'OMC et s'articulent de manière croissante autour de l'idée de renforcer l'interopérabilité des politiques climatiques et environnementales et le rapprochement des standards industriels. Mesdames et messieurs, chers professeurs et étudiants, ces défis sont évidemment considérables, mais s'ils se ramènent en fait à une seule question: le monde parviendra-t-il mieux à œuvrer pour la prospérité globale et résoudre ses problèmes communs par la voie de la coopération et de la règle commune, ou au contraire doit-on céder au repli sur soi et à la poursuite exclusive des intérêts nationaux? Je vous laisse avec cette interrogation. Vous l'imaginez facilement, je n'ai pour ma part aucun doute quant à la réponse, et c'est pour ça que je continue d'œuvrer à une modernisation de l'OMC, que je crois essentielle pour l'avenir du commerce mondial et du transport maritime. J'espère vous en avoir convaincu. Je vous souhaite en tout cas d'en discuter avec beaucoup d'intérêt et de passion et vous souhaite d'excellents travaux. Merci de votre attention.